Constitution toujours contestée, notamment par le Front citoyen Touche pas ma Constitution. Le Togo de l'après-scrutin du 29 avril 2024. La création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les accusations du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, contre ses voisins béninois et ivoiriens sont quelques-uns des sujets retenus pour cet entretien. Je signale que pour nous suivre, que nous sommes en direct et que vous pouvez donc nous suivre sur Facebook en tapant sur votre ordinateur ou téléphone Android victoirefm.com. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Atakpama. Bonjour Monsieur Delagbo, voilà. Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Victoire FM. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Bon, on va pas tourner tout du pot, on va aller directement à l'essentiel. Alors, le parti des Togolais, comme à son habitude, Monsieur Atakpama, n'a pas participé au double scrutin du 29 avril dernier. Alors, jusqu'à quand allez-vous boycotter les élections et continuer d'appeler à leur boycott? Bien, nous allons continuer à refuser de cautionner les élections si ces élections-là sont toujours organisées dans les mêmes conditions. Nous disons que c'est un hold-up électoral, c'est un coup d'État électoral. On ne peut pas cautionner des élections organisées par des institutions qui ne respectent pas la vérité des urnes. Et donc oui, en fait, nous n'utilisons pas le mot boycott. Vous avez vu que la dernière fois, nous n'avons appelé personne à rester à la maison, mais la majorité des Togolais est restée à la maison et c'est un message clair que cette majorité-là des Togolais a donné. Je pense que c'est même deux messages. Un premier message pour les gouvernants, le régime en place, et un deuxième message pour les leaders de l'opposition actuelle. Oui, alors est-ce que vous pouvez expliquer le message pour les uns et les autres? Voilà. Le premier message, le peuple dit à ce régime, nous ne pouvons plus vous cautionner dans ce théâtre-là que vous appelez élection. Cette tragédie, que vous appelez élection, nous ne voulons plus cautionner des gens qui ne respectent pas la vérité des urnes. Parce que pendant longtemps, les Togolais allaient aux urnes en disant, voilà, on va aller là-bas exprimer notre ressenti, dire si la gouvernance que vous faites c'est bien ou c'est pas bien. Et à chaque fois que les Togolais disent ce qu'ils ressentent, on n'en tient pas compte. On fait comme si de rien n'était. Alors les Togolais ont dit, il vaut mieux que nous restons à la maison. Voilà comment vous interprétez les choses. Exactement. Alors le deuxième message maintenant pour... Le deuxième message pour nous responsables des partis politiques de l'opposition, pour nous aussi leaders d'opinion, tout ce que les Togolais ont l'habitude d'écouter, les Togolais disent maintenant nous ne voulons plus que vous cautionnez en y participant à ces élections-là. Il faut que vous vous retrouvez, que vous vous parlez et que vous nous montrez un autre chemin à suivre, parce que le chemin des élections, maintenant nous sommes convaincus que ce n'est pas ce chemin-là qui va nous amener la liberté au Togo. Voilà les deux messages clairs que les Togolais ont adressés à la classe politique. Est-ce qu'il y a un autre chemin en dehors du chemin des urnes pour faire changer les choses? Exactement, parce que le seul chemin même qui est indiqué, parce que nous sommes en dictature, nous ne sommes pas, c'est dans les pays démocratiques qu'il y a les élections pour réguler la vie démocratique, parce que comme on ne peut pas se mettre devant soi à se battre, comme on ne peut pas prendre des armes pour montrer celui qui est plus fort, on va canaliser la violence en faisant une élection et celui qui rassemble le plus de voix va diriger le pays avec un programme que le peuple a accepté. Maintenant, nous sommes en dictature et c'est une seule personne qui dirige contre l'ensemble des Togolais. Et là, on ne peut pas faire en sorte, on ne peut pas accepter ça parce que ce chemin-là est mauvais. Le seul chemin, c'est de créer un rapport de force pour imposer à ceux qui regentent notre vie que trop c'est trop, ça suffit, on n'en veut pas. Voilà, Monsieur Takwama, vous dites que les Togolais sont restés à la maison, mais le taux de participation qui a été donné, en tout cas je n'ai plus le chiffre exact, mais ça dépasse les 50%. Et ces élections se sont soldées par une bérésina électorale de l'opposition qui n'a obtenu que 5 sièges sur les 113 en jeu. Alors le parti des Togolais s'est-il réjoui de cette tournure des événements en se disant qu'il avait eu raison de boycotter les élections ou partager vous la peine, j'allais dire l'humiliation infligée à l'opposition participationniste? Oui, vous parlez d'humiliation et c'est vrai, mais ce n'est pas normalement c'est le peuple qui devait humilier les responsables politiques. Maintenant ici,
c'est pas ce que le peuple a dit justement, parce que même quand vous évoquez le chiffre du taux de participation, tout le monde sait que c'est tout sauf vrai. Tous les Togolais ont vu comment les bureaux de vote étaient vides. Tout le monde le sait. Et donc même les résultats, dans quelle démocratie entre nous on peut avoir 5 sièges pour l'opposition sur un total de 113 sièges? Dans quelle démocratie? C'est seulement en Corée du Nord on peut le trouver ça. Et la Corée du Nord, c'est une dictature. Et si on retrouve la même chose au Togo, le Togo est une dictature sous les tropiques. Le peuple peut-être le parti, pour voir ça peut arriver aussi que le peuple... C'est impossible dans une démocratie qu'on puisse avoir 108 députés sur 113. C'est impossible. Dans n'importe où, même dans les petites associations, c'est impossible. Parce que on ne peut pas... D'abord, le peuple plébiscite quoi? Le Siachito-coin qui ne fonctionne pas, où on va mourir quand on veut se soigner. Quand on est malade, on va là-bas, on meurt. Quand on n'est pas malade, on a quelque chose, on meurt aussi. C'est ça un plébiscite. Est-ce qu'on plébiscite quoi? Les inondations à répétition qu'on n'arrive pas à régler? Les coupures d'électricité qu'on arrive à régler, pas à régler? On vous dira que les inondations, les coupures d'électricité, il y en a aussi dans les autres pays autour de nous. Oui, il y en a dans les autres pays autour de nous parce que c'est un phénomène climatique. Mais quelle est la réponse que les autres pays donnent, les autres chefs d'État donnent à ça? Et même si vous faites un retour dans le passé, vous allez voir que le père de Faure Gnassingbé, père d'Emma, en 67, quand il y a eu des inondations de ce type, il avait mieux réagi que Faure Gnassingbé. Il avait réagi au moins avec compassion. Il est allé sur le terrain voir ce qui se passe. Il a réquisitionné l'armée pour régler les problèmes. Mais Faure Gnassingbé, il ne dit rien. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il est allé à l'étranger se moquer de la jeunesse. Vous pensez que c'est cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse-là qui va le plébisciter? Mais il est fort possible qu'il donne des instructions à ses ministres, pour s'occuper un peu de ces problèmes. Et maintenant, est-ce que s'il a donné des instructions, pourquoi on n'a pas vu le résultat sur place? Pourquoi on ne voit pas de résultat? Monsieur Atakwama, avez-vous le sentiment que votre parti est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était avant les élections? En fait, notre vision n'est pas de ce type-là. Parce que, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que nous pensons que ce que nous disons aujourd'hui, les gens ont compris? Oui, mais on n'est pas les premiers à le dire. Les gens commençaient à le dire depuis 30 ans. Donc, l'environnement n'était pas encore prêt. Il y a des aînés qui ont commencé à le dire depuis longtemps, mais l'environnement n'était pas prêt. La majorité de l'opposition en ce moment pensait qu'il fallait aller aux élections, conquérir les moyens d'État et ensuite installer la démocratie avec les moyens d'État. Mais on a vu que ce n'est pas possible. Il faut d'abord installer la démocratie puis aller aux élections. Donc aujourd'hui même nous effaçons même par rapport à notre parti. Nous disons aux gens que aujourd'hui c'est le Togo qui est en jeu et chaque Togolais et chaque Togolaise doit faire ce qu'il faut aujourd'hui. Et donc au-delà des partis politiques, moi aujourd'hui je m'adresse à tout le monde et à toute la jeunesse vraiment pour leur dire que quel que soit le parti dans lequel tu milites aujourd'hui, ou si tu ne milites pas dans un parti, si tu es dans une organisation de la société civile ou non, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, qui ne sont ni dans les partis, ni dans les organisations de la société civile, mais qui voient ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est important de se réveiller parce que c'est une question de vie ou de mort pour nous. C'est notre avenir qui est en jeu. Il va falloir régler ce problème-là en oubliant cette histoire de parti. On doit faire une... C'est-à-dire que si je vous comprends, vous faites le slogan dit de Tchekbo, de professeur Ninevi qui disait la démocratie d'abord, le multipartisme après. Je ne vais pas reprendre ce slogan-là, mais oui, sur le principe, nous avons toujours dit que au niveau stratégique, parce que là c'est pas idéologique, au niveau stratégique, pour avoir l'efficacité, parce que puisque notre objectif c'est la démocratie,
parce que en fait, d'autres peuvent avoir pour objectif que l'alternance. Parce qu'on peut avoir aussi l'alternance dans une dictature. Vous comprenez? En Chine, il y a eu plusieurs fois l'alternance, mais c'est une dictature. Donc, si réellement c'est la démocratie nous voulons, ce n'est pas par les élections qu'on peut installer la démocratie, parce qu'une dictature ne peut jamais organiser une élection pour les perdre. Une dictature, quand il va voir qu'on a dit, voilà, tu as 8% et l'opposition a 92%, il va inverser, il va dire, moi j'ai 92% et l'opposition a 8%. C'est comme ça une dictature. Bien, alors revenons à la suite des élections. Alors, les élus de l'NCDF et des FDR, Jean-Pierre Fabre et Dodi Apévo, ont refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Et cela avait fait l'objet d'un débat au sein de l'opinion. Vous, quelle est votre opinion sur la question? Devrait-il siéger ou pas? Doit-il siéger ou non? Moi, je m'étais prononcé. J'ai dit que les forces vives ne devraient pas perdre leur temps à discuter de ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va encore diviser l'opposition. Et nous ne devons rien faire qui divise l'opposition aujourd'hui. Donc il faut laisser ceux qui veulent siéger, ceux qui ne veulent pas le faire. Et ils ne le font pas. Personne n'a le droit de donner des leçons de morale à qui que ce soit. Laissons chacun faire ce qu'il faut. Mais l'important, c'est qu'on ne doit pas diviser l'opinion. Voilà, ok. Alors, les députés du parti au pouvoir, M. Atakwaman, occupent, eux, leurs 108 sièges. Avant même que les travaux de la nouvelle législature ne soient véritablement lancés, ils mettent à profit l'intercession pour aller à la rencontre des populations dans les différentes régions du pays. Autre événement de cette semaine, la rencontre du ministre Gilbert Bahora avec les représentants des missions diplomatiques accréditées au Togo, avec qui il a échangé sur la nouvelle constitution en vigueur au Togo. Le rappel de ces événements avec Hervé Essé. Les députés de la première législature de la 5e République ne veulent se donner aucun répit. Quelques jours seulement après le début des vacances parlementaires, ils sont déjà partis au contact des populations du Togo profond. C'est le cas pour une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale, Séfon Tépé Kodjo Adedje, qui sillonne la région maritime depuis mercredi. Les objectifs de cette tournée avec le député Kofi Tcholenyano. Il s'agit d'abord de rendre compte de la mission que nous avons commencé par exécuter au nom du peuple au niveau de l'Assemblée nationale, notamment la mise sur pied d'un bureau de l'Assemblée nationale qui a abouti à l'élection de notre frère, de notre grand frère, par excellence Adedje Kodjo. Donc nous avons fini de rendre compte à la population et en même temps nous avons profité pour leur expliquer la nouvelle constitution et les intérêts qu'elle revêt, aussi bien pour la population que pour nous qui sommes les élus. Le ministre de la fonction publique du gouvernement démissionnaire, Gilbert Bahora, a animé jeudi une session d'information sur les modalités d'application de la nouvelle constitution en vigueur au Togo depuis le 6 mai 2024. C'était à l'endroit des missions diplomatiques accréditées au Togo. Une occasion pour le ministre d'expliquer à ses interlocuteurs le processus ayant conduit à l'adoption par l'Assemblée nationale, puis à la promulgation par le chef de l'État de la nouvelle loi fondamentale. Le premier point, c'était de leur dire que tout est en train d'être pris comme disposition et comme mesure afin que le Sénat puisse être mis en place. Les diligences sont en cours afin de procéder à cette élection. Ça prendra un certain nombre de temps parce qu'il y a des dispositions pratiques, logistiques. Il y a également une loi organique qui doit être élaborée et adoptée. La nouvelle constitution permet que cette loi organique soit adoptée par ordonnance après avis de la Cour constitutionnelle. Désormais, nous devons nous donner la main, travailler ensemble. Nous devons être conscients de la possibilité que chacun puisse, en lisant, en comprenant le contenu de la nouvelle constitution. Bien. Visiblement, les députés unis n'ont pas envie de dormir sur leur laurier. Et que pensez-vous de leur rencontre déjà avec les populations à peine le mission entamée? En fait, aussi bien cette rencontre-là dont vous parlez et la rencontre avec le corps diplomatique, ça me rappelle un précédent. Et ce précédent-là, c'était après le coup d'État de 1967. Et quand ceux qui avaient pris le pouvoir par la force ne savaient pas comment s'en sortir, ont créé quelque chose qu'ils ont appelé une mission de bonne volonté.
et ils allaient vers les gens pour leur expliquer pourquoi ils étaient obligés de faire un coup d'État. Ils allaient à l'extérieur du pays, aussi à l'intérieur du pays. Et donc c'est un remake. Et donc ça montre bien que quand nous disons que ce qu'ils ont fait, et c'est un coup d'État constitutionnel, c'est vrai, puisque par leurs actions, eux-mêmes ils sont en train de nous montrer que ils sont en train de faire un coup d'État, puisque c'est exactement ce que Adema Gnassingbé, quand il a fait son deuxième coup d'État, quand il a pris le pouvoir vraiment pour donner aux militaires, c'est ce qu'il a fait pour normaliser la situation. Mais moi je leur dis qu'ils ne peuvent pas normaliser cette situation là. Et pourquoi il peut pas? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord même, c'est ça fait, si ce n'était pas tragique, on pouvait en rire, que un gouvernement dans lequel le ministre des Affaires étrangères est allé dire que nous sommes fatigués de l'ingérence des pays extérieurs, c'est ce même gouvernement là qui va aller rendre compte au corps diplomatique et leur expliquer la nouvelle constitution. Bon, maintenant je vous ai promis de vous expliquer pourquoi. Parce que on nous a promis une entrée dans la 5e République. On y est déjà. Non, nous sommes dans une impasse constitutionnelle. Nous sommes dans une impasse constitutionnelle parce que la question qui se pose face à ce séisme juridique qu'ils ont mis en place depuis mars 2002, c'est quoi? C'est que, est-ce que, par tradition, c'est-à-dire que le Togolais dit nous sommes où? C'est-à-dire nous sommes dans quoi? Parce que ils ont promis un président du conseil, ils ont promis ceci, cela, mais aujourd'hui, tout ce qui est 5e République, tantôt de la 4e République, et puis après ils donnent les résultats avec les lois de la 5e République, et puis ils disent ils font une période transitoire. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est un complot, et ils sont en train de mettre les pions. Ils se donnent un peu de temps pour parce que regardez, d'abord ils ont pris en otage l'organisme là qui organise les élections là, la CENI. Oui. Ils ont pris en otage la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous dites qu'ils ont pris en otage ces institutions? Parce que c'est pas des institutions qui représentent le peuple. C'est des institutions qui font seulement ce qu'une seule personne dans ce pays leur dit. Donc ils ont pris la Cour constitutionnelle en otage aussi. Ils ont pris l'Assemblée nationale en otage. Et maintenant, je pense que c'est le gouvernement qu'ils ont pris en otage, puisque ça fait près de 2 mois, on n'a pas de gouvernement. Mais je voulais dire que notre histoire constitutionnelle même, depuis la naissance de notre pays, c'est-à-dire l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, depuis l'indépendance du drapeau, on ne passe à une nouvelle république que par référendum. Et c'est l'usage aussi dans toutes les démocraties. Mais je viens au Togo, je dis que notre histoire constitutionnelle a toujours été claire. Pas de référendum, pas de nouvelle république. Ça a été comme ça de la première république à la deuxième, ainsi de suite, jusqu'à la 4e république. D'accord? C'est le peuple qui décide, c'est pas l'Assemblée qui vient décider. Mais l'Assemblée, ce sont les représentants, l'Assemblée, il y a les représentants du peuple. Oui, c'est des représentants du peuple. On sait très bien que c'est des représentants du peuple, mais on n'a pas dit que pour passer à une nouvelle république, il va falloir que les représentants le fassent. Par tradition, on a toujours donné la parole au peuple. Donc, il faut respecter ça, d'accord? Donc, vous parlez de transition, vous ne parlez pas de loi, une loi voilà, qui est là, qui a été écrite et qui dit que pour passer à une nouvelle république, il faut forcément donner la parole au peuple. Il y a ça aussi, il y a eu ça. C'est-à-dire que dans la Constitution de 92, oui, cette Constitution-là dit clairement que pour me changer, il faut faire un référendum. Donc, il y a ça aussi. En plus, c'est-à-dire que d'abord, il y a cette tradition de notre République. D'accord? Et en plus, il y a cette dernière constitution là qu'on a qui dit que non, ce n'est pas par un coup de tampon parlementaire qu'on peut me changer. Non, il faut revenir vers le peuple d'abord. Donc ça veut dire que juridiquement, d'accord, légitimement et démocratiquement, nous sommes toujours dans la 4e République.
Alors, si je comprends, donc c'est ce que vous venez de dire là, c'est ça que vous avez défendu au cours de la conférence de presse organisée la semaine passée par le Front citoyen Touche pas ma constitution. Bien, il y a d'autres éléments qui étaient, voilà, que vous avez développés. S'il y a encore d'autres choses que vous pouvez nous partager avec nous rapidement. Le but, c'était que pour une première fois, parce que depuis que le Front est né, on a toujours parlé aux journalistes qui le disaient au peuple. Donc on a voulu aller à la rencontre de la population et leur expliquer pourquoi cette histoire de constitution est importante. D'accord? Et il y avait un professeur, un constitutionnaliste, qui était là justement pour pouvoir nous expliquer à tous pourquoi c'est important et justement aussi pourquoi on ne peut pas dire que nous sommes dans une 5e République. Et lui, il était allé très loin, il nous a bien expliqué qu'en fait, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est une fraude. Et il parle d'une fraude aggravée à la Constitution. Et donc, du moment où, en mars, la dernière fois, d'accord, il n'y a pas eu référendum, ça veut dire que nous sommes toujours dans la 4e République, puisque le dernier mot revient au peuple. Et la dernière fois que le peuple a parlé, c'était en septembre 92. Donc, c'est une tentative qui n'est pas consommée, mais c'est une tentative aggravée, une tentative de fraude aggravée à la Constitution. Alors, monsieur Atakouama, certains de vos camarades de l'opposition ont déclaré que la nouvelle Constitution n'est pas fondamentalement le problème et que c'est la manière dont les choses se sont passées qu'ils désapprouvent. Voici à ce sujet les points de vue de monsieur Nyagnon, docteur Nyagnon, du Mouvement pour la Restauration du Togo, et de Jonas Siliadin du MPDD, le parti du défunt Agbome Kodjo Esre, avec Hervé Essay. La nouvelle constitution constitue véritablement un casus belli, une déclaration de guerre à la souveraineté nationale, à la souveraineté de la population. Aujourd'hui, les Togolais, quand la procédure pour pouvoir adopter cette constitution n'a pas été respectée, nous continuons de le dire, c'est une procédure complètement anticonstitutionnelle, antipopulaire et puis antidémocratique, parce que dans les formes et dans les conditions, c'était à ce cavalier et puis cela n'a respecté aucune forme démocratique et qui préserve la paix. Cette constitution, comme nous sommes en train de le dire, est une constitution qui, dans le fond, porte assez de vecteurs chrysogènes. Cela ne rassemble pas les Togolais. Je suis scandalisé quand j'entends des gens défendre à corps et à cri. Dans cette constitution, le cas d'abord de la souveraineté nationale, l'article 4 de la constitution du 6 mai, qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Mais ce qu'ils ont appelé dans cette constitution-là une déclaration solennelle des droits et libertés et qui a été annexée. Nous avons compris en réalité, et tout juriste comprend en réalité, que lorsque nous avons des annexes, cela diminue quand même la portée. Le régime parlementaire en soi ne pose pas de problème en soi. D'ailleurs, en termes de démocratie et de pluralisme politique, le régime parlementaire est beaucoup plus approprié en soi parce que ça permet l'émulation au sein des partis et ça fait qu'il y a un étagement. Vous élisez des députés, donc c'est le terrain direct. C'est des gens que les gens connaissent et qui sont élus sur la base de ce qu'ils ont fait localement, qui remontent comme ça par étagement et on arrive aux instances fêtières. C'est mieux que de prendre une personne que les gens ne connaissent que à peu près et qui régente tout et qui devient président de la République par le suffrage. Mais c'est la démarche qui a abouti à ça qui pose problème. Normalement, comme le régime parlementaire changeait le mode de désignation du président de la République, on aurait dû passer par un référendum. C'est ce que prévoit la Constitution. Et le président ou les autorités auraient en ce moment-là, avant ce référendum, fait une concertation générale avec la classe politique, faire de la pédagogie, expliquer pourquoi désormais on veut passer à là, et écouter ce que les autres ont à dire, peut-être prendre en compte, et peut-être à la fin de ces consultations générales, on peut se rendre compte que les gens ne sont pas prêts, ou la classe politique dans sa grande partie n'est pas d'accord, et à ce moment-là, c'est la responsabilité des gouvernants, on diffère le projet. Ou alors on se rend compte qu'il y a un consensus général, et à ce moment-là, on passe au référendum. Et le référendum ne ferait que valider la consultation qu'on aurait eue. Même quand on est fort, même quand on a les moyens de faire advenir toute sa volonté, quelle qu'elle soit, il faut avoir la sagesse à chaque fois de consulter, de faire preuve de modération, de respect pour les autres. Alors nous venons d'écouter respectivement M. Nyagnon du mouvement togolais pour la restauration et M. Siliadin, donc un commentaire par rapport à ce que vous venez d'écouter? Non, moi je voudrais dire que ce qu'ils appellent 5e République, leur constitution qu'ils essaient de nous imposer, ce n'est ni parlementaire ni présidentiel. Donc
il ne faut pas que les gens se trompent en disant que, au fait, ce n'est pas le régime parlementaire qui est le problème. Ce qu'ils ont là-bas, ce n'est pas parlementaire. Ils nous vendent un régime parlementaire, mais c'est un trompe-l'œil. Puisque, si par exemple, vraiment, on devait faire un régime parlementaire, l'élection aurait dû être proportionnelle. Le mode de désignation des députés aurait dû changer. Et en plus, ça c'est vraiment de l'ironie, hein, parce que leur constitution là, ce serait encore plus facile de changer cette constitution là que de changer le super président qu'ils appellent le président du conseil. Parce que c'est plus difficile de changer le président du conseil là que de changer une nouvelle fois leur constitution. C'est-à-dire en gros, on change les règles en plein match. Vous êtes en train de faire du football. On dit que non, on peut changer en basketball. L'essentiel qu'on peut garder l'arbitre. C'est-à-dire que si on ne change pas l'arbitre, bon, on peut commencer avec le foot et terminer avec le rugby. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on garde l'arbitre. Non, c'est pas sérieux. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est pas un régime parlementaire en raison du mode de scrutin. Alors pourquoi? Non, j'ai donné un exemple parce que je ne veux pas aller en détail. C'est-à-dire que ce n'est ni parlementaire ni présidentiel. C'est quelque chose d'unique en son genre. Vous voyez? C'est quelque chose d'unique en son genre que le Togo vient d'inventer. D'accord? Comme le Togo, souvent dans le malheur, il est le premier dans le malheur. Il était le premier dans les coups d'État, le premier dans la transmission de père en fils et le premier aussi dans le changement, dans le 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, et maintenant il veut être le premier dans une monarchisation de la République. Oui, j'imagine que vous avez quand même jeté un regard, vous avez lu la nouvelle constitution. En dehors de ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous reprochez? Quels sont les autres éléments que vous rejetez dans ce test-là? Non, ils l'ont dit, c'est-à-dire que ce test-là d'abord a sauté tous les garde-fous qu'on avait mis pour protéger les gens de la torture, pour protéger les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, il montre clairement que on peut torturer, on peut continuer par torturer, on peut continuer par violer les droits de l'homme. Ils s'en foutent, puisque ils ont mis de côté la question des droits de l'homme. Ils ont mis ça dans les annexes. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Ils ont mis ça de côté. Dans les annexes. Bien sûr, ils ont mis ça de côté. On dit la même chose avec des mots différents, mais on dit exactement la même chose. C'est ce qu'ils ont fait. Vous êtes écrivain. Votre livre, là, quand on prend un livre, les annexes, l'annexe, c'est toujours dans le livre. Oui, mais c'est ce que je ne peux pas mettre dans le corps de mon livre que je vais mettre en annexe. Donc quand mon livre finit, on peut regarder en annexe tout le reste que je ne veux pas aborder, que je n'assume pas. Vous voyez, donc souvent c'est ça. Donc on peut mettre en annexe des choses, on va prendre quelque chose qui n'est pas lié à ce qu'on a dit, tu vois, mais qui peut trouver un lien ou qui peut être même un miroir. Donc c'est, voilà, un annexe, ça ne fait pas partie du corps. Ils ont mis ça de côté justement. Donc ça c'est une raison encore pour vous dire. Donc en fait, vous voyez, la constitution normalement dans une république, c'est le cœur de la république. D'accord? Vous ne pouvez pas décider sans l'avis du malade de transplanter ce cœur-là. D'accord? Vous ne pouvez pas, par exemple, aller changer, refaire la maison de votre voisin sans son avis, sans son autorisation. Ça ne se fait pas. Et c'est exactement la même chose qu'ils sont en train de nous faire. Ils ont changé la constitution. Le Togo, c'est aussi leur maison, non? Non, quand je dis... Bon, vous voyez que je donne un exemple. Oui. Je parle de vous êtes avec votre voisin, mais votre voisin est toujours dans le quartier. Donc ce n'est pas quelqu'un d'étranger. Oui. Donc voilà, même si c'était votre propre frère, vous n'allez pas aller changer les meubles ou casser la maison pour le refaire sans son autorisation. Oui. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Dites-moi, monsieur Atakama, oui. Vous êtes dans le Front citoyen, touche pas à ma constitution, vous rejetez toujours la constitution, vous dites qu'on n'est pas dans la 5e République et vous demandez qu'on revienne à la constitution de 92. Est-ce que vous y croyez sincèrement ou bien c'est juste voilà, une posture que vous prenez, que vous campez? D'abord, nous ne demandons rien. Pour être clair, je m'adresse aux Togolais et aux Togolaises. Nous ne demandons rien. On
on ne demande pas parce que nous ne sommes pas une centrale syndicale. Nous disons aux Togolais, voilà le chemin. Le chemin, il est clair. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment juge constitutionnelle à cœur ouvert, qui n'est pas dans notre intérêt. D'accord? Ils sont en train d'enterrer ce pays-là. C'est même la disparition de ce pays-là qui sont en train de hâter vraiment à grande vitesse. Et donc nous disons que la seule solution aujourd'hui qu'il y a, c'est que nous devons aller à une transition. D'accord? Pour pouvoir asseoir pendant cette transition-là la démocratie, pour normaliser le pays et aller à une réconciliation. Et pour arriver à cette transition, nous sommes obligés de créer un rapport de force. Nous n'allons pas quémander, nous devons faire en sorte qu'il y ait un rapport de force favorable au peuple. C'est ce que nous disons. Et donc je le répète clairement à tous ceux qui m'écoutent, nous ne quémandons pas. Mais nous, en tant que leader de l'opposition, nous vous demandons au peuple de nous refaire confiance et de faire tout pour que le rapport de force change. Il y aura un moment où, aujourd'hui le changement est dans notre cœur, mais il va y avoir un moment où ce changement-là doit être dans les rues. Bien, tout à l'heure, vous avez parlé de confiance, vous demandez au peuple de vous faire confiance. Je ne sais pas si c'est pour cette confiance que, voilà, il y a eu, je vais citer le porte-parole du Fonds citoyen Touche pas à ma constitution, disait: nous demandons pardon au peuple pour notre division, notre promesse non tenue. Le peuple a été trahi par les leaders politiques de l'opposition parce que nous avons poursuivi des objectifs partisans, personnels, et nous nous sommes écartés de l'intérêt général. Alors, ces propos sont du président donc de votre parti, M. Nathaniel Olympio. Alors, quels sont les traîtres de l'opposition et comment ont-ils trahi le peuple? Visiblement, vous avez des secrets à nous livrer ce matin. Non, il n'a pas dit des gens ont trahi, il a dit nous. Oui. Donc, c'est un mea culpa que nous faisons. Alors, et ce mea culpa n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de courage et de responsabilité. Maintenant, pourquoi demander pardon alors que personne ne nous a mandaté? Je vais vous le dire. Parce que la conscience collective l'exige. Notre peuple a soif de vérité et ce n'est pas le moment de faire de faux semblants. Donc demander pardon au peuple, c'est reconnaître effectivement que nos divisions, et donc ce n'est pas une histoire de donner des noms, mais de dire que nous, parce que c'est le thème nous. On n'a pas dit vous avez trahi, non, on a dit nous. Nos divisions ont été le terreau fertile des échecs de la lutte pour la libération du Togo. Demander pardon, c'est admettre que nos égos ont parfois éclipsé l'intérêt supérieur du peuple. Mais ce n'est pas le champ de signe de l'opposition. C'est pour dire c'est un nouveau départ. En reconnaissant nos erreurs, nous posons les fondations d'une opposition plus forte, plus unie, plus à l'écoute du peuple. Ce mea culpa, c'est aussi un message à ceux qui nous gouvernent. Nous, de l'opposition, nous sommes capables d'autocritique. Et vous, et eux, posez-leur la question. Parce que c'est un message aussi, parce que depuis 60 ans, ils dirigent ce pays. Résultat, le pays est sinistré et en crise. Pourtant, ils sont incapables d'autocritique. Donc c'est aussi un message. Nous autres, nous n'avons pas les moyens de l'État. Nous n'avons aucune responsabilité dans la ruine de ce pays. Pourtant, nous sommes capables d'autocritique. Donc, deuxième étape, c'est ce mea culpa aussi, c'est un appel à notre peuple. Nous avons déçu, mais nous demandons une seconde chance. Non pas pour nous, c'est pas une seconde chance pour nous, mais une seconde chance pour l'avenir du Togo. Oui, nous sommes désolés, oui, nous demandons pardon. Non pas parce que quelqu'un nous l'a demandé, mais parce que c'est le prix à payer pour un nouveau départ. Un départ où l'opposition sera à la hauteur des sacrifices et des espoirs du peuple togolais. Oui, monsieur Attaque Pama, vous avez évoqué la division au sein de l'opposition. Bon, même s'il est arrivé que l'opposition s'entende et s'aligne derrière un candidat, mais ça n'a pas permis pour autant d'atteindre l'objectif. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi un problème de stratégie? Tenez, pendant que les députés unis sont en ce moment au contact des populations, l'opposition se contente d'organiser des conférences de presse, des meetings qui ne rassemblent plus grand monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de stratégie?
Non. Vous attendez, l'opposition attend encore que vous ne voulez pas en entendre parler, mais les autres attendent encore qu'on soit à quelques mois des élections avant de se mettre encore à aller parler au peuple. Bon, d'abord, vous avez compris que nous ne nous inclinons pas dans ces parodies d'élections. Oui. Ça, c'est le premier point. Mais est-ce que vous avez un problème de stratégie? J'y viens. Deuxième point, effectivement, quand on demande pardon, c'est parce que nous n'avons pas atteint le résultat escompté. Ça veut dire que la population attend quelque chose de nous, c'est la victoire, nous n'avons pas eu. La victoire, c'est quoi? C'est installer la démocratie au Togo, nous n'avons pas réussi pour l'instant à le faire. C'est pour ça que nous demandons pardon. Donc, quand nous parlons d'ego, ça fait partie du problème, mais quand on parle de stratégie aussi, c'est lié, d'accord? Mais ne nous trompons pas. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a toujours eu, c'était au niveau du leadership. Je ne parle pas des hommes. Je parle donc quand on parle de leadership aussi, on parle stratégie. Donc, je vous rejoins aussi. Donc, c'est à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que nous avons pris du temps. Parce que si vous dites, ils sont en train de parler aux populations, donc il faut se presser sans concevoir la lutte, sans rien faire, on va avoir les mêmes résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré tout ce qu'ils font, le peuple ne leur donne pas sa confiance. Pourquoi? Parce que quand ils font ça, chaque fois on nous dit ça, qu'ils sont toujours au contact de la population, qu'ils sont toujours là à faire des meetings, à faire des choses. Je rappelle que eux, ils ont le droit de faire des meetings, mais nous, on nous interdit de le faire. Ouais, je le rappelle, juste. Ce n'est plus le cas depuis un moment. Non, parce que quand vous prenez 4 ans pour interdire à l'opposition d'aller sur le terrain, et la 5e année, vous lui donnez 1 mois que lui aussi peut aller sur le terrain, c'est bien beau de faire ça et de revenir dire que non, vous n'allez pas sur le terrain. Et maintenant, bon, ils sont là en permanence sur le terrain. Peut-être, d'accord? Mais pourquoi ils sont obligés de voler les élections malgré ça? Parce que si le soi-disant présence sur le terrain donnait un résultat qui n'était plus obligé de voler les élections, de trahir la vérité des urnes, j'allais comprendre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, nous voulons aujourd'hui que, et ça c'est ce que je demande à chaque Togolaise et à chaque Togolais qui m'écoute, s'il vous plaît, le moment n'est plus là à rester à l'écart, dire il faut faire ci, il n'y a qu'à faire ça, pourquoi on ne fait pas ci, non. Aujourd'hui, le moment est venu de rejoindre la lutte. Parce que, vous voyez, quand on prend un parti politique ou une organisation de la société civile, au sein même du parti politique aussi, c'est un rapport de force qui se crée. Ça dit qu'il y a plusieurs visions de la lutte dans les partis politiques. Si vous n'êtes pas présent, comment vous pouvez imposer ou bien proposer votre vision? Donc vous ne pouvez pas être à l'écart et dire il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Si vous voulez vraiment qu'on réussisse, c'est le moment de rejoindre la lutte. Et cette lutte-là, vous pouvez rejoindre cette lutte-là au niveau du front touche pas à ma constitution. Parce que là-bas, c'est quoi? Il y a des partis politiques, il y a des organisations de la société civile, il y a des regroupements de partis politiques, mais il y a des personnalités individuelles, il y a des citoyens qui viennent individuellement. Donc, vous avez votre place, quelle que soit votre situation aujourd'hui. Tout ce que nous demandons, c'est que vous soyez Togolais et que vous cherchez à sortir ce pays-là de la main de ces prédateurs-là qui ruinent le pays depuis 60 ans. Donc, c'est ce qui est important. Donc, venez nous rejoindre et travailler parce que c'est toujours des négociations au sein des forces. Donc, chacun vient avec ses réflexions, sa conception de la lutte, ses propositions et ensemble, on va frotter, comment on dit ça en éveil, la mialita tanti, et de là, la lumière va jaillir et puis on va réussir. C'est tout ce que je veux dire. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot réflexion, justement, ça me revient. Alors, faisant le constat de ce qu'ils ont appelé une impasse politique, économique et sociale au Togo, des universitaires et des acteurs de la société civile ont créé, au lendemain des dernières élections, un cadre de réflexion pour, disent-ils, un nouveau contrat social afin de faire renaître l'espérance au Togo. Je ne sais pas si le parti togolais y participe. Y croyez-vous? Et surtout, est-ce que pour que ça réussisse, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je pense que ça fait partie de la solution.
D'accord? C'est important. Et donc aussi, oui, nous soutenons cette initiative-là et nous appelons les Togolais à multiplier d'initiatives. Il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que ça fait partie de la solution. Et il y aura un moment important où tout ça là, on va joindre les forces pour la bataille décisive. Mais pour l'instant, c'est important que les réflexions jaillissent, que les gens aillent aussi dans l'action. Parce que c'est pas l'action qu'on peut fédérer. Ce n'est pas seulement par la réflexion qu'on va fédérer, c'est pas l'action qu'on va fédérer. Et aujourd'hui, il est urgent de fédérer le peuple. Et donc, oui, c'est une bonne initiative. Et j'encourage d'autres initiatives. Et nous, ça fait partie de ce que vous avez ce dont vous avez parlé à propos de la stratégie aussi aujourd'hui. Donc, il est temps de fédérer pas l'action, mais de fédérer le peuple. Parce que avant, on fédérait les appareils de partis et les appareils des organisations de la société civile. Aujourd'hui, il faut plutôt sortir des formes pyramidales, d'accord, des formes verticales pour prendre la forme horizontale. Eh bien, et tout à l'heure, vous avez effleuré quelque chose là. Madame le Premier ministre a déposé la démission de son gouvernement depuis le 21 mai. Cela fait déjà 7 semaines que l'on attend la nomination d'un nouveau Premier ministre. Alors, comment vivez-vous cette attente? Et selon vous, quelles conséquences cela pourra-t-il avoir sur le fonctionnement du pays? D'abord, je ne suis pas en attente. Et je pense que la majorité des Togolais n'est pas en attente. Parce que c'est une équipe qui dure depuis au minimum 20 ans. Si je ne veux pas parler du moment de son père, d'accord? Donc, c'est un vide gouvernemental qui est orchestré, d'accord? On nous parle de la gestion des affaires courantes. Mais qui décide de quelle affaire est courante ou pas? Parce que je vous rappelle, les bêtises là, le séisme juridique qui s'est passé au niveau du Parlement sortant, on nous avait dit qu'ils étaient là pour gérer les affaires courantes. Mais pendant les affaires courantes, ils ont trouvé le moment pour faire une chirurgie constitutionnelle à cœur ouvert sans l'avis du malade. D'accord? Donc, c'est un truc orchestré. D'accord? Ils sont là juste pour placer, c'est-à-dire que sécuriser leur vol. Donc, si nous les laissons faire, on va, c'est-à-dire que ce sera trop tard après. Hein. C'est-à-dire que c'est une paralysie institutionnelle délibérée. Tout à l'heure, je vous disais qu'ils ont pris en otage, ils ont paralysé l'Assemblée nationale, ils ont paralysé la CENI, ils ont paralysé d'autres institutions, la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est le gouvernement aussi qu'ils paralysent. Donc, ça montre bien que dans ce pays-là, tout est taillé sur mesure pour un seul objectif: consolider le pouvoir de la minorité prédatrice en place. C'est tout. Ce qu'ils appellent disposition transitoire, c'est juste pour s'assurer que tous les leviers du pouvoir restent fermement entre les mains d'une seule personne. Bien, alors, je rappelle que l'invité de Rétro 7 de ce matin est Nim Dewa Atakbama du Parti des Togolais. La suite dans ce entretien, c'est tout de suite après le rappel d'autres événements de l'actualité nationale de la semaine. Avec a perdu cette semaine son 4e vice-président, El Hadj Chamola Bana. Le connaissiez-vous? Non, personnellement, je ne le connais pas. Mais j'ai appris la nouvelle comme beaucoup de Togolais. Ouais. Et bah, voilà, je présente mes condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique aussi. Ouais. Et de toute façon, à tous les Togolais. Voilà, vous ne connaissez pas le 4e vice-président du l'EC, mais en revanche, vous connaissiez certainement l'ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kodjo, qui lui aussi a été il a été conduit à sa dernière demeure il y a juste 8 jours, samedi dernier. Alors c'est un homme qui a profondément marqué la vie politique togolaise, ne serait-ce que par les postes de responsabilité, les postes prestigieux de responsabilité qu'il a occupés, n'est-ce pas? Oui, il a marqué. De toute façon, moi, il a marqué ma vie. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans.
Mais je sais que quand nous on était à l'école, c'est des noms qu'on voyait, même qu'on notait dans nos cahiers. Et donc, j'ai toujours trouvé bizarre qu'aujourd'hui, on se retrouve ensemble sur la scène politique à chercher la démocratie ensemble. Et donc ça, c'est un peu ce lien-là avec les aînés. Et je me rappelle aussi parce que j'étais assez jeune, mais au moment de la conférence nationale souveraine, j'étais au collège, donc je suivais déjà les débats. Et donc nous avons vu ce qui s'est passé. Et puis c'est là aussi beaucoup plus de gens l'ont connu. Mais je l'ai connu aussi à Bou, dans mon village, dans la Kosa, parce qu'il était proche d'Aokou Péré. C'était de grands amis. C'était des amis. Et donc quand il venait dans la Kosa, il n'allait pas à l'hôtel, c'est chez Daokou Péré qu'il dormait. Et il s'était vraiment lié d'amitié avec beaucoup de jeunes du village. Et voilà, donc c'est quelqu'un comme ça c'est un peu comme ça que je le connais. Et en 93, je crois, quand Daokou Péré a tenté de faire une pétition au sein du RPT pour essayer de réformer le RPT de l'intérieur, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'était un truc qui devait rester à l'intérieur. Il voulait faire évoluer le RPT même vers la démocratie de l'intérieur. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord. Et au dernier moment, les gens ont saboté ce travail-là qui devait être une pétition. Et quand Daokou Péré a présenté ça, il y a que Agbome Kodjo qui était resté fidèle à ce qu'ils ont fait et qui est resté aussi fidèle en amitié. Parce que les autres ont eu peur, ils ne se sont pas assumés. Et c'est lui seul qui s'est assumé par rapport à cette déclaration-là de Daokou Péré. Et après, il a fait une déclaration où il soutenait déjà la déclaration de Daokou Péré et il donnait encore d'autres détails sur comment ce pays-là était amené vers la ruine. Donc oui, c'est vrai que beaucoup de Togolais ont des perceptions vraiment différentes de l'homme, mais c'est normal parce que... Oui, vous, qu'est-ce que vous retiendrez de lui? Puisque j'imagine que pendant les dernières années, vous l'avez sans doute fréquenté, ne serait-ce que quand il était du côté du camp de l'opposition, où vous avez vos réunions, etc. Ou même de loin. Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui? Qu'est-ce que vous retiendrez véritablement de cet homme-là? Déterminé, une détermination sans faille. Parce que la dernière fois que moi je l'ai rencontré, c'était quand il voulait se présenter aux élections et il avait fait le tour de beaucoup de forces de l'opposition pour demander un soutien. Donc il était venu négocier aussi avec nous. Et donc ce que je retiens de l'homme, c'est une détermination sans faille. Il n'est pas toujours compris. Et personnellement aussi, je ne peux pas dire que je l'ai toujours compris. Mais je retiens qu'il était très déterminé. Et ça, c'est vraiment important dans une lutte. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui montre un peu son parcours. Parce qu'il a eu un parcours très riche. Et tout ce qui lui manquait, c'est de siéger en tant que chef d'État. Et ce qu'il a essayé de faire à la fin de sa vie. Mais ça n'a pas abouti. Mais est-ce que vous avez remarqué que voilà, il n'a pas eu droit aux honneurs nationaux? En fait, ça dit que j'ai honte et c'est pour ça même je ne l'ai pas abordé. Vous faites bien de le rappeler. Quand même, nous sommes dans quel pays? C'est-à-dire que quelqu'un qui a été ministre à plusieurs reprises, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais attends, même si vous avez des problèmes personnels comme cette personne-là, non, c'est pas comme ça notre pays. Il a droit à des hommages de l'État parce qu'il a servi l'État. Et là, je voulais m'adresser aussi à tous ceux qui aujourd'hui aident M. Fogna Singbe à tuer la 4e République, soi-disant ils vont dans la 5e République. On va les payer en monnaie de singe. Je leur dis qu'on va le payer en monnaie de singe. Parce que il est temps qu'ils se mettent du côté du peuple rapidement. Parce que regardez un serviteur de l'État qui est mort et puis pas un mot. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense fondamentalement que Gnassingbé Eyadema est resté longtemps au pouvoir. Il ne voulait pas partir.
parce qu'il voulait un hommage national. Il ne voulait pas être ancien président. Mais malheureusement, pour lui aussi, finalement, il n'a pas eu d'honneur national. Parce que quand il est mort, il y a eu crise, il y a eu beaucoup de morts. Et tous les Togolais ne sont pas allés lui rendre hommage. Je pense qu'il va se retourner dans sa tombe. Et donc, du coup, c'est aussi un conseil que je donne à Faure Gnassingbé. S'il veut mériter, s'il veut un jour avoir l'hommage de ce peuple, il n'a qu'à faire ce qu'il faut. Il n'a qu'à cesser arrêter. A eu droit à des hommages de l'État. Les hommages de l'État, c'est différent. Ouais. Il n'a pas eu les hommages du peuple parce que le peuple était en deuil en ce moment-là. Pas du deuil des Adéma, mais du son deuil. Parce que ce peuple-là, quand il est mort, ce peuple-là est sorti dans la rue. D'accord? Le peuple n'était pas sorti pour l'applaudir, pour lui faire hommage. Le peuple était sorti pour résister et dire que non, maintenant qu'il est mort, il faut qu'on abatte le système. Ça n'a pas eu lieu. Mais je dis à Faure Gnassingbé, c'est le moment de rentrer dans l'histoire. Parce que tu peux garder le pouvoir, tu peux vouloir kidnapper ce pays-là, mais tu n'auras jamais le cœur de ce peuple-là. Si tu veux avoir le cœur de ce peuple-là, fais ce que le peuple te dit. Bien. Alors un mot sur l'actualité internationale de la semaine. Voici quelques événements sélectionnés pour le débat de ce matin avec Anani Vijirakou. La porte de la CEDEAO ont créé samedi dernier la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors que d'aucuns espéraient le retour à la maison CEDEAO. Alors d'abord, comprenez-vous le rejet de la CEDEAO par ces pays-là? Bon, la CEDEAO est très critiquée par la jeunesse de la sous-région. Oui. Donc ça se comprend, vous comprenez. Donc ça, il y a une rupture politique qui est consommée. Parce que au sein de la CEDEAO, ceux qui ont la force d'agir, c'est les chefs d'État. Et ces chefs d'État-là se sont mis en syndicat et pour défendre leurs propres intérêts au lieu des intérêts des populations. Donc pour ça, oui, c'est compréhensible. Alors, est-ce pour vous, hasard de calendrier, s'ils se sont réunis juste la veille du sommet de la CEDEAO qui a eu lieu le lendemain, dimanche dernier? Bon, je ne sais pas, oui, franchement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. Oui. Donc, normalement, ça ne peut pas créer, c'est-à-dire que ça ne change pas le fait qu'il peut, c'est-à-dire qu'on peut être, parce qu'aujourd'hui, il y a le Conseil de l'Entente, il y a l'UMOA. Des pays sont membres du Conseil de l'Entente, de l'UMOA, mais ils sont aussi membres de la CEDEAO. Donc la confédération, dans le cas où c'est pas une fédération, et même si c'était une fédération, cette fédération peut aussi même pouvoir dans un avenir proche ou revenir à la CEDEAO. Voilà. Donc le problème n'est pas vraiment là. De toute façon, en fait, qu'il reste qu'ils rejoignent de nouveau la CEDEAO ou pas, il y a des négociations à faire. Voilà. Mais juste, on va tout à l'heure parler des négociations, mais la réponse, en tout cas, de la CEDEAO, c'est de brandir des menaces contre ces pays-là. Est-ce qu'une fois encore, la CEDEAO ne fait pas fausse route là? Non, par contre, ici, ce n'est pas des menaces. C'est-à-dire que c'est les conséquences normales de leur retrait. Là-bas, ce n'est pas une conséquence. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient fait les menaces, là, nous avons condamné. Et nous avons même fait des pétitions pour signer des pétitions. Non, mais, justement, mais ici, ce n'est pas des menaces. Et ce rappel-là, est-ce que c'est opportun? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être négocier, aller discuter au lieu plutôt de brandir ces choses-là? Non, pas franchement, pour dire la vérité. Parce que les États, on va les... Voilà ce que le secrétaire exécutif de la CEDEAO a dit. Oui. Si vous partez, voilà ce qui va arriver. Mais les gens le savent. Oui. Parce que c'est les têtes. En fait, pourquoi alors est-ce qu'il a besoin de leur dire que si vous partez, voilà ce qui va vous arriver? Mais c'est ça fait partie aussi des négociations. Parce que en fait, pourquoi nous nous mettons ensemble? Parce que nous avons besoin les uns des autres. D'accord? Et dans l'espace là, on a mis en place des mécanismes. D'accord? Ce qu'on reproche à la CEDEAO, c'est de ne pas respecter ses propres tests. C'est de ne pas respecter ses propres mécanismes. Mais nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que, par exemple, ce qui se passe au Togo, la CEDEAO n'a pas été capable de respecter ses propres tests. Et ils ont félicité un gouvernement qui viole ses propres tests. Donc c'est cette histoire de deux poids, deux mesures. Mais ici, en l'occurrence, il s'agit des conséquences qui sont liées à leur retrait. Parce que quand vous vous retirez d'une convention, d'une entente, d'un accord,
on ne peut plus. Donc vous devez renégocier ça. C'est pourquoi je parlais de négociation. Regardez l'histoire de Brexit. Quand la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, ils ont pris du temps pour négocier ça. Et de commun accord, c'est comme un divorce à l'amiable. Mais pourquoi eux, ils décident juste comme ça, bam, on dit, ça s'exécute en même temps. Donc c'est des choses qui ne se font pas quand on dirige un État, quand on est responsable de l'avenir de tout un peuple. Et en l'occurrence, plusieurs peuples ici. Si je veux revenir même, je peux continuer par rapport à ce qui se passe avec ce que Ibrahim Traoré... Non, on va tout à l'heure arriver à cela. Oui. Alors, le chef de l'État togolais et celui du Sénégal sont désignés comme par le père de la CEDEAO pour faire office de médiateur dans ce bras de fer entre désormais la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Alors, à votre avis, qui explique le choix de ces deux chefs d'État, de l'État, et puis quelle chance vous leur donnez-vous quelle chance de réussite donnez-vous à leur mission? Bien, d'abord, je sais très bien ce qui explique le choix du président Diomaye Faye, parce que c'est lui qui peut parler à ces militaires-là, parce que tout ce que les militaires reprochent aux chefs d'État qui viennent les voir pour leur faire la leçon, lui, il n'est pas comptable de ça. C'est-à-dire que d'abord, lui, il a combattu un régime qui voulait se perdurer au pouvoir. Il est venu démocratiquement avec des élections certifiées, sincères, certifiées, justes, et il a pris le pouvoir. Il a renégocié ses accords avec les anciennes puissances colonialistes. D'accord? Et c'est ce qui, eux là, ils sont en train, les militaires là, ils disent que non, la CEDEAO est manipulée de l'extérieur. D'accord? Donc, on ne peut rien reprocher au président Diomaye Faye. Donc, lui, clairement, il peut leur parler. Maintenant, pour le chef d'État togolais, j'imagine que c'est parce qu'il a des accointances avec ces militaires-là, parce qu'il les a soutenus alors qu'il était... Il a fait plutôt preuve de compréhension par rapport à leur situation. Non, il n'a pas dit clairement les choses, parce que s'il avait fait preuve de compréhension, par exemple, il devait défendre leur cas au sein de la CEDEAO, plutôt que... Parce qu'il était là quand on prenait les décisions, il entérinait les décisions de sanctions, mais quand il sort, il vient en douce aller les voir pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec les sanctions. Non. Non, mais s'il n'avait pas cette porte-là ouverte par le chef de l'État togolais, comment est-ce que ça se serait passé pour le Mali, où on avait fermé toutes les frontières, on n'avait pas d'accès à la mer, etc. S'il n'y avait pas eu D'autres auraient réglé ça. Il n'est pas le plus légitime. C'est pour ça qu'il est obligé de faire de l'affairisme pour pouvoir être là. Parce que vous voyez comment ça se passe dans la CEDEAO. Quand il y a une crise dans un pays, il y a des gens qui tournent autour. C'est ce qui s'est passé avec nous. D'accord? Dans un premier temps, on avait dit que c'est Nana Akufo qui serait médiateur. Après, on a ajouté Alpha Condé parce qu'il y a des intérêts en jeu. Donc, je pense que on a été obligé à un moment donné d'associer Faure Gnassingbé. D'accord? Donc, oui. Moi, je pense que de toute façon, la rupture politique entre l'AES et la CEDEAO est consommée. D'accord, cette rupture-là est consommée. Et s'il doit revenir, ça dépend exclusivement de la volonté des chefs d'État de l'AES de revenir. Ça ne dépend ni de la compétence, ni des atouts du président Diomaye Faye. Non, ça ne dépend pas. Mais lui, il a les atouts et les compétences pour réussir. La tâche ne va pas être facile et peut-être même que c'est impossible parce qu'on a l'impression que les dirigeants de l'AES ont pris une décision qui n'ont pas envie de revenir là-dessus. Bien, alors maintenant, un mot justement de la diatribe du capitaine Ibrahim Traoré contre ses voisins ivoiriens et béninois qui l'accusent d'abriter des bases militaires françaises pour déstabiliser son pays. Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'il est venu au pouvoir, et disons-le bien, il est venu par un coup d'État. Oui. Il n'est pas légitime. Mais depuis qu'il est venu au pouvoir, il a deux choses qui sont sous le temps là. Le mythe de la 5e colonne et la diplomatie du soupçon. Quand tout le temps tu accuses les voisins de tous tes problèmes, tu vas faire qu'éroder ta crédibilité sur la scène internationale. Donc en gros, il a promis des choses au Burkinabé, de lutter contre le terrorisme.
il a donné un délai. Le délai est passé. Et aujourd'hui, non, il faut que... La jeunesse africaine mérite mieux que cette diplomatie-là du soupçon et ce mythe de la 5e colonne où on pense que tous ceux qui ne sont pas d'accord au sein de l'opinion de ce que vous faites, forcément ils sont vendus. D'accord? Parce que c'est ce qui se passe. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que Ibrahima Traoré fait au Burkina Faso, ils sont taxés d'être manipulés par les impérialistes. En tout cas, oui. Le terme, c'est les valets locaux des impérialistes. Quand vous parlez de 5e de soupçon de 5e colonne, et ça dit que vous ne croyez pas que des puissances extérieures ont intérêt à déstabiliser le Burkina, ou cherchent à déstabiliser Burkina Faso et même les autres pays? Parce que rappelez les puissances extérieures, c'est général Lecointre qui a clairement dit qu'il faut que la France fasse tout, par tous les moyens pour reprendre ces pays-là. Comprenez bien. Les puissances étrangères et surtout les anciennes puissances colonisatrices ont des intérêts, d'accord, sur nos pays. Et ils font tout pour défendre leurs intérêts, ils font tout pour nous déstabiliser. La solution, c'est quoi? C'est de tout crier comme des adolescents que oui, ils sont en train de nous créer des problèmes, ou bien c'est de se défendre. Mais la meilleure façon de se défendre, c'est de travailler à être fort intérieurement. Un pays africain, un dirigeant, un leader qui se dit panafricaniste, qui passe son temps à diviser l'Afrique, à se diviser, à créer des problèmes avec les voisins. Est-ce que c'est ça la force de l'Afrique qu'on veut ça? Si on veut être en mesure de lutter contre les Syriens, parce que c'est ce qui se joue, hein, c'est toujours la jungle au niveau international. Oubliez ce qu'ils appellent loi, ils viennent avec les histoires de loi, mais il faut comprendre que si nous sommes leaders, c'est pour défendre l'intérêt de nos peuples. Mais vous ne pouvez pas dire que vous défendez votre peuple tout en le martyrisant, tout en l'accusant d'être les valets locaux de l'impérialisme. On doit unir à l'intérieur tout son peuple là pour qu'on soit plus fort pour faire face à l'impérialisme. Mais si vous ne faites pas tout pour être bien avec vos voisins, parce que c'est ensemble, hein, à trois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À trois, au contraire, ils sont plus vulnérables. Et ils sont en train de... Parce que depuis là, il a promis des choses. Mais il y a toujours le terrorisme. Il y a des gens qui meurent. Il n'y a plus la démocratie au Burkina Faso. C'est un état d'exception. Donc, il n'apporte pas la sécurité qu'il a promis, mais il perdure au pouvoir parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire que c'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Parce que ça détourne l'attention sur sa propre responsabilité. Il ne faut pas que des businessmen nous prennent en otage en mettant en avant le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un mouvement sérieux que moi j'ai étudié, et moi je pense que si nous ne voulons pas détourner la jeunesse du panafricanisme, il faut que nous soyons sérieux. Donc ce que ce monsieur est en train de faire, ce n'est pas du panafricanisme. On ne peut pas faire du panafricanisme en s'opposant aux pays voisins. Oui, mais... Et en s'alliant avec un dictateur ici. Parce que ce n'est pas du panafricanisme là que de s'allier à un dictateur qui brime son peuple. D'accord? Donc lui dit non, il n'a rien contre le peuple béninois, qu'il a quelque chose contre les dirigeants béninois. Mais le peuple béninois, c'est eux qui ont élu le dirigeant béninois. C'est pas le cas ici. Mais lui s'associe avec un dictateur. Non, on peut élire un dirigeant, mais qui, une fois pouvoir conduire une politique qui... Il faut que ce soit les Béninois qui le disent. Ce n'est pas à lui. Donc le président, ça veut dire que le président Talon peut conduire une politique étrangère qui ne plaise pas à ses voisins. Ça c'est possible aussi. Oui. Quand bien il a été élu par les Béninois. Mais est-ce que il n'y a rien à reprocher au Bénin, à la Côte d'Ivoire par rapport à la crise là qui se passe dans cette Moi, région-là? Si je parle personnellement, oui. Parce que si je dois parler personnellement, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher, surtout à la Côte d'Ivoire, mais pas à la Côte d'Ivoire, surtout à M. Ouattara. Moi, j'ai toujours combattu la politique de M. Ouattara. D'accord? Pour moi, Ouattara est une plaie pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique.
Mais ce que je dis en l'occurrence, c'est que Monsieur Ibrahima Traoré n'a qu'à se concentrer sur son mandat et faire le bonheur des Burkinabés. Mais ce qu'il fait, 5e colonne et la diplomatie du soupçon, ce n'est pas dans son intérêt ni dans l'intérêt de l'Afrique. Voilà, rapidement, un mot pour terminer, un mot sur les dernières élections, les résultats des législatives en France et tout ce qui s'ensuit. Et quel petit commentaire pouvez-vous faire rapidement sur la situation en France aujourd'hui? Non, aujourd'hui, la France a échappé au fascisme et tout le mérite revient à Jean-Luc Mélenchon. Il a fait des sacrifices. Ils sont allés loin et surtout, il a été déterminé. Moi, je pense que là, la situation où on est, il ne faut pas qu'il cherche à faire d'alliance. Il doit imposer un membre du nouveau Front populaire comme Premier ministre et appliquer la politique. Mais si Macron continue de refuser la vérité des urnes comme il a commencé à le faire, moi, à la place des Français, des jeunes Français surtout, je pense que ce qu'il y a à faire, c'est d'aller le chercher et d'imposer en même temps la 6e République, parce que la 5e République a montré ses limites. Et donc oui, moi je pense que chapeau à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise et puis au nouveau Front populaire, mais le travail n'est pas fini. Il faut qu'ils aillent chercher Macron et qu'ils installent un régime plus humaniste. Bien.